L'invention de Morel, d'après l'œuvre de Adolfo Bioy Casares. Tableau 1, introduction du narrateur. Le fugitif est sur scène. Le narrateur est entouré de carnets de notes qu'il consulte de temps en temps. Il est en train de s'enregistrer sur un magnétophone ou autre. Quand le spectateur arrive, il est déjà là. Essai de mise en scène, texte enregistré au préalable. Narrateur. Bien. Voilà. Je crois que Merci. si Paul et Marthe, je ne sais pas si vous êtes prêts. Ouais, je suis prête. Ouais, je Vous suis prêt. m'entendez? Donc, si c'est OK pour vous, on peut démarrer, on peut y aller. Bien. Merci, Marthe, Christian et Paul. Je pense que c'est au groupe suivant maintenant. Et donc, nous allons passer l'image et la parole à Jeanne Kleinman de la Manufacture, à Eva Dmitrenko et Léa Friedman du pavillon Bozio. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que Jeanne est avec nous? Jeanne? Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Ok. Super. Ok, bah, je recommence. Du coup, on va vous demander de vous munir du téléchargement qui vous a été envoyé par mail ce matin. Donc, soit le retrouver, soit le télécharger maintenant. Et à notre top départ, vous pourrez lancer l'écoute. Il est très important d'écouter le fichier avec des écouteurs. Voilà, et surtout, contrairement aux autres, nous souhaitons que vous allumez vos caméras et que vous allumiez également votre micro pour le bon déroulé de notre performance. Voilà, et donc surtout, ne quittez pas votre chaise. Pendant le temps de l'écoute, vous êtes priés de répondre oralement aux questions qui vont vous être posées. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. 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 Votre micro, la caméra. Je vous laisse encore quelques secondes. Il est important d'écouter le fichier avec des écouteurs. Oui. Alors, 1, 2. J'entends encore quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Enfin, qui n'a pas... Oui. 3, 2, 1. Vous pouvez lancer le... Répète après moi.
L'été a été précoce. J'ai disposé mon lit près de la piscine et je me suis étendue jusque très tard. Impossible de dormir. Ah oui, là j'entends bien. Je n'ai pas eu le temps de retourner chercher mes affaires à la maison. Chef, je vais te dire. J'ai vu par les rabbins. Je suis dans les bassins. Je suis dans les... L'été a été précoce. Répète après moi, l'été précoce. Exaspéré. Exaspéré par les moustiques, avec les mers et les ruisseaux bleus jusqu'à la ceinture. J'ai disposé mon lit près de la piscine. Je crois que ces gens ne sont pas venus me chercher. Qui ne m'aiment pas. Je pense qu'ils m'ont vu, Robert. Je ne sais pas, il faudrait que je vois un autre renseignement. J'ai Je aperçu sais un pas. petit de couleur. Belle des voix. Leur apparition inexplicable me laisserait supposer qu'ils sont l'effet de la chaleur. Élise, est-ce qu'il fait vraiment chaud? Oui. Mais il ne s'agit pas ici d'hallucinations ni d'images. J'ai affaire à des êtres réels, pour le moins aussi réels que moi. Christian, dis-moi, ils sont réels. Ils sont réels. La musique, réveillée à l'ombre. La vie de fugitif par le sommeil léger. Je suis sûre de n'avoir aucun bateau, Non. aucun avion, aucun dirigeable. Et toi, tu as entendu quelque chose? Pourtant, les flancs de la colline riches en vipères sont couverts de gens qui dansent, se promènent et se baignent dans la piscine. Oui. Tu vois comment ils dansent? Je vois comment ça se passe. Comme des estivants installés de près. Alors que je risque la mort, ne puis-je finir de les regarder. Ce jeu de les regarder est dangereux. Sabrina, tu veux vraiment que Oui. ces abominables intrus avancent. À toi? Oui, 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 je crois. Je sens avec déplaisir que ces mondes se transforment en testament. Oui, 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 je crois. Dans ce retour, mes affirmations puissent-elles contrôler? Tu crois? Oui. Merci. Pourquoi il y a tout qui s'allume? Voilà. Mon abus consiste à vous avoir photographié sans votre autorisation depuis le début de notre séjour ici. Mais il ne s'agit pas de photographie comme les autres. Il s'agit de ma dernière invention.
Grâce à elle, nous serons tous aussi vivants que maintenant sur cette photographie. Je suis à jamais. Nos actes et nos paroles de ces derniers jours ont été enregistrés, ainsi que tout notre environnement. Nous tous, nous habiterons éternellement cette île, car non seulement ma machine vous enregistre, mais en plus, elle est en mesure de projeter ce qu'elle a enregistré. Ces projections semblent si réelles que vous ne pourriez distinguer une captation de la réalité. Odeur, son, tout est reproduit avec une telle fidélité. Mais entendez bien que je ne crée pas la vie avec cette invention. Pour faire des reproductions vivantes, il me faut des émetteurs vivants, des modèles, des acteurs. Nous. Et tout le génie de mon invention réside dans le fait que ces photographies, ni écran, ni papier, elles sont accueillies par l'espace tout entier, par l'île, de jour comme de nuit. Et à chaque fin de semaine se succédera le début de cette même semaine, et éternellement, nous revivrons ces instants partagés. Non, mes chers amis, non, ce n'est pas une simple photographie. Et si maintenant apparaissent nos images, vous-même ne me croirez pas. Il vous en coûtera moins de penser que j'ai engagé une compagnie d'acteurs d'incroyables sosies. J'aurais pu vous dire, c'est vrai, à notre arrivée, nous vivrons pour l'éternité. Peut-être aurions-nous tout gâté, nous forçant à une gaieté continuelle. Je pensais que si nous ne nous sentions pas obligés de tenir le temps, quelle que soit la semaine que nous passerions ensemble, elle serait agréable. N'en fait-il pas ainsi? Je vous ai proposé une éternité agréable, ne vous en déplaise. Assurément, les œuvres des hommes ne sont point parfaites. Quelques amis nous manquent. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci pour votre participation. Bravo. Donc, merci à vous, Eva, Léa et Jeanne. Pour la présentation suivante, nous allons vous demander dans ce jeu de micro et de caméra de les couper à nouveau. Donc, coupez vos micros et vos caméras. Et nous allons passer maintenant au projet de Juliette Darmon-Marceau de la Manufacture et d'Audrey Jiménez du Pavillon Bosio. À vous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien et si Audrey est là. Oui, je suis là. Parfait. Alors, on va commencer. Voilà, j'espère que vous voyez bien tout. On voit tout. Oui, c'est bon? Ça marche? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, nous, on va commencer par vous présenter le projet de mise en scène qu'on a imaginé pour une mise en scène qui ne se fera jamais. Audrey, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, pour le tableau 1, notre démarche s'est portée sur l'idée de créer un espace scénique qui montre l'île sous sa forme réelle, organique, avec des rochers, des corps vivants, mais aussi tout ce que cette île comporte d'images rêvées et projetées. Ces projections correspondent à la fois aux images que voit le narrateur ou qu'il pense voir, et les images que se crée le lecteur lorsqu'il découvre le roman à travers les descriptions de l'île. Nous avons décidé de proposer un écran frontal en tulle semi-transparent qui permettrait de créer une barrière physique entre le public et la scène, mais également un jeu avec la profondeur du plateau derrière l'écran. Cela permet de travailler la distance avec les personnages de l'île et jouer sur l'idée de filtre. Cet écran nous permettrait également d'avoir un support de projection. Pour ce premier tableau, l'idée de mise en scène serait d'avoir un narrateur
qui parle comme une sorte de voix off avec un micro et des haut-parleurs en fond de salle, comme pour englober le spectateur dans la contemplation des images. Et derrière la vidéo, derrière l'écran de projection, on verrait des ombres qui traversent l'espace, qui s'arrêtent ou continuent de marcher, et parmi elles se trouverait le fugitif, peut-être dans un rythme différent des autres, plus rapide, plus agité. En tout cas, il serait toujours entouré de ces corps des estivants qui effectueraient une boucle à l'infini. Et les mouvements, par exemple, pourraient être très chorégraphiés, surtout le long de la représentation. Donc pour le tableau 2, on commence à préciser un petit peu ces ombres. On remarque qu'une d'elles est celle de Faustine, et à côté peut-être celle de Morel, dans un autre coin celle du fugitif, et le reste des ombres continuent leur boucle. Et pour nous, ce tableau est aussi important parce que c'est le moment de la présentation de Faustine, c'est-à-dire que cette mise en scène du personnage de Faustine raconte un peu aussi toute la mise en scène du roman, parce que pour nous, c'est le personnage qui synthétise un peu cette idée de la contemplation et du regard porté vers un horizon inatteignable ou vers une image inatteignable. Et on avait par exemple pensé à la représenter à certains moments en train de contempler l'écran, mais de son côté de la scène, donc en faisant face au spectateur, dans une posture comme si elle regardait à travers, quoi. Voilà. Pour la transition du tableau 2 au tableau 3, nous avons cherché à travailler sur un contraste de couleurs entre les éléments supposés vivants sur scène et les images en mouvement et en couleur à l'écran. Les rochers sur scène ainsi que les panneaux apparaissent dans des tons plutôt ternes, monochromes, avec la roche, alors que les couleurs de l'écran sont vives et en mouvement. Il s'agit de confronter une nature morte et vivante. En inversant les perspectives, la nature à l'écran apparaît plus vivante que celle qui est sur scène. Pour le tableau 3, qui est la tempête, le moment de la scène de la tempête, la scénographie évolue. On reprend le principe de la projection sur écran frontal, mais les personnages apportent également des panneaux sur scène. Après avoir fait des recherches de formes de support pour ces panneaux, nous avons décidé qu'ils seraient encastrés dans la roche, jouant sur des formes organiques et géométriques. L'accumulation de panneaux permet de jouer avec la transparence et la perte de netteté des visiteurs. En termes de mise en scène, cette tempête correspondrait au moment où, en même temps que le texte est dit, les corps sur scène, les ombres des estivants apportent les panneaux petit à petit, en reprenant toujours cette démarche et les actions de la boucle. Et pendant ce temps-là, le narrateur, dans le micro, créerait les sons de la tempête, pendant que les personnages parlent sans micro sur scène, et que le fugitif regarde depuis sa cachette tout ce qui se passe. Pour le tableau 4, après la tempête, nous avons décidé de faire un noir. Les personnages sortent de scène, le fugitif reste et vient déchirer le voile écran pendant le discours du narrateur. Il y a encore une question qui se pose au niveau de la mise en scène à cet endroit-là, de savoir comment on va faire fonctionner le dialogue entre la voix au micro du narrateur et la voix sur scène du fugitif, et comment on met en avant ce contraste. Pour le tableau 5, nous avons voulu vous montrer quelques extraits d'images de vidéos que nous avons pu faire pendant ces 2 semaines. Nous voulions montrer une nature en mouvement, des mouvements répétitifs et fluides à la fois, avec des variations d'échelle. Reprendre l'idée de la boucle et des marées, de la contemplation face au paysage. Les images que nous avons choisies portent sur des espaces de paysages rêvés, des endroits inatteignables, surtout en ce moment. Donc sur scène, on aurait encore ce retour de la boucle avec des variations dans les dialogues. Les estivants reviennent, se placent en discutant, et l'image aussi revient, mais elle n'apparaît plus sur le voile frontal, mais plutôt diffractée entre les différents tableaux sur scène, comme si elle rentrait dans la profondeur de la scène. Les ambiances lumineuses évoquent des marécages, avec un mélange de crépuscule. Nous allons pouvoir voir une vidéo d'essai où en fait on a voulu diffracter l'image et accumuler les images sur ces panneaux.
Donc, voilà des effets que nous avons essayé de faire entre les différents panneaux et l'écran frontal. Tableau 6. Nous aimions l'idée que le moment de la révélation, les personnages se déplacent entre les panneaux sauf Morel, qui reste assez immobile, créant des jeux d'ombre et de déroulement derrière les panneaux. Aussi, une question qu'on se posait, qui pouvait être intéressante, peut-être que Morel à ce moment-là parle dans le micro pour rappeler la parole du narrateur et créer une confusion possible entre Morel et le narrateur à ce moment-là de la pièce. Nous avons gardé l'idée d'une garden party et une ambiance lumineuse voilà, de soirée, et avec des petits lampions. Tableau 7. Insertion du fugitif. Donc pour le tableau 7, la boucle recommence comme celle du tableau 3. Sauf que celle-ci, au lieu de faire venir les panneaux, ils les font sortir sur scène lentement. Pendant ce temps, le fugitif s'intègre à cette boucle et les suit hors de la scène en transportant lui aussi un panneau. Le travail sur les boucles nous permet aussi, à la fin du texte, de faire ressortir les estivants comme ils sont arrivés, en déplaçant les panneaux de projection, comme on peut le voir sur les dessins. Il se forme alors un balai humain, nous permet de vider également la scène complètement et de revenir à notre paysage de roche. On obtient donc une image finale qui serait une scène vidée de projection avec uniquement la voix du narrateur, toujours en off, avec des haut-parleurs en fond de salle, et à ce moment-là qui décrit son intégration aux images. Et le spectateur fait face à une scène vidée de tout corps, dans lequel on retrouve que les éléments organiques du décor, c'est-à-dire les rochers. J'ai pensé à une phrase de Lucrèce que j'aime beaucoup, qui dit « Qu'il est doux lorsque sur la mer, les vents agitent les flots, d'assister de la terre aux rudes épreuves d'autrui. Non que cette souffrance soit un plaisir si grand, mais qu'il est doux de voir à quel mot on échappe. » Je m'imagine sur un canapé depuis lequel on verrait d'immenses étendues de roches. Des roches un peu lunaires, plates, qui retracent une ligne d'horizon infinie. Mais la ligne serait coupée à certains endroits par des murs opaques, des fenêtres semi-transparentes, des ouvertures sans fenêtres, ou encore une colonne de béton. Un peu comme un code de Morse. Horizon, plus d'horizon, horizon un peu flou, plus d'horizon encore, mais moins longtemps. Au fond du paysage, on voit le ciel gris clair, mais parfois la couleur change. Parfois c'est bleu, orange, rouge. Tout cela qui défile en travelling depuis mon canapé. Et si je tourne un peu la tête, si je n'en peux plus de cet horizon infini, je regarde mes plantes vertes qui grandissent dans un coin. Quand je les fixe, elles se transforment en marécages verdoyants, des feuilles aux formes indescriptibles qui se reflètent dans l'eau noire couverte de nénuphars. Au milieu, il y a un arbre qui pourrit, qui se désintègre lentement dans l'eau. J'imagine l'odeur irrespirable qui se répand dans l'air. Si je regarde trop longtemps, le paysage, je me rends compte qu'il est déjà mort, comme sur les peintures, comme sur un écran. Je pense à Faustine, qui contemple l'horizon en haut de sa falaise. Elle regarde un monde lointain, comme si elle savait déjà au fond d'elle qu'elle était isolée sur cette île, pour toujours, et qu'elle contemple depuis tout ce temps un paysage déjà mort. Chaque soir, elle contemple la tombée du jour. Hier et de nouveau aujourd'hui, j'ai découvert que mes jours et mes nuits s'écoulaient dans l'attente de cette heure. Son regard passait à travers moi, comme si j'avais été invisible. Je ne puis me rappeler avec précision ce que j'ai dit. J'étais presque inconscient. Je lui parlais à voix mesurée et basse. J'insistais, j'implorais. Pour finir, je sombrais dans le plus complet ridicule, tremblant, hurlant presque. Je la suppliais de m'insulter, de me dénoncer à ses compagnons, mais de ne pas garder le silence.
Je renonçai aux paroles et me mis à regarder le couchant, espérant que la contemplation partagée de ce calme nous rapprocherait. Je m'imagine un corps qui se déplace lentement. De gauche à droite, le corps traverse mon champ de vision. Parfois, il s'avance très doucement. Parfois, je le vois à peine passer. Parfois encore, il ne réapparaît pas pendant de longues minutes. Cette absence est interminable. Le paysage se montre nu devant moi, avec toutes ses couleurs, toutes ses plantes mortes. Le paysage se montre tout en détail, dans un effort désespéré pour compenser l'absence de corps. Cette image me donne envie de courir très vite après les corps, désespérément. Mais je ne fais rien. Je reste les yeux fermés dans mon canapé. Je rejoue la scène encore, le corps qui passe encore, mais ça ne correspond jamais exactement. Je rejoue ce que j'ai cru voir et ce n'est jamais que ce que j'ai cru voir. Je voudrais plonger tout entière dans l'image. Je pense à ce texte de Duras. Vous regardez ce que vous voyez, mais vous le regardez absolument. Vous essaierez de regarder jusqu'à l'extinction de votre regard, jusqu'à son propre aveuglement, et à travers celui-ci, vous devrez essayer encore de regarder, jusqu'à la fin. Vous me demandez, regardez quoi? Je dis, eh bien je dis la mer, oui, ce mot devant vous, ces murs devant la mer, ces disparitions successives, ce chien, ce littoral, cet oiseau sous le vent atlantique. Écoutez, je crois aussi que si vous ne regardiez pas ce qui se présente à vous, cela se verrait à l'écran, et que l'écran se viderait. J'imagine des corps qui traversent un immense paysage, un paysage qui n'en finit jamais d'être traversé. Quand je regarde l'océan, je me plonge dans l'horizon. Ça m'apaise. Je n'arrive plus à voir les corps, mais c'est un espace vidé de corps humains. Non, c'est faux. Si je me force un peu, après plusieurs tentatives, je devine à nouveau des corps. Ils sont très loin, ils m'échappent, comme si un voile se projetait entre eux et moi. Je comprends maintenant pourquoi dans les romans, les fantômes d'ordinaire se plaignent. Les morts continuent leur existence au milieu des vivants. Il leur coûte de changer leurs habitudes, de renoncer au tabac. Je suis horrifiée. Être invisible, si Faustine, si proche, se trouvait sur une autre planète. Je suis mort. Je suis hors d'atteinte. Je verrai Faustine. Je la verrai s'en aller, et mes signaux, mes supplications ne l'atteindront pas. Ces horribles solutions-là sont des espérances frustrées. Une catastrophe a pu fondre sur cette île, dont les morts qui l'habitent, moi et les animaux, n'ont pas eu conscience. Les intrus seraient arrivés par la suite. Que je sois mort. Aujourd'hui, dans cet appartement, il s'est produit un miracle. En fixant les murs, j'ai traversé le voile. J'ai vu les corps qui vivent derrière le mur, font des gestes encore et encore en boucle. Ça n'en finit jamais. Derrière le mur blanc, les étagères, les murs, les livres et les photos au mur. La lumière passe à travers les draps, à travers les murs, à travers la vitre un peu teintée de la fenêtre. Tout cela revient vers moi, projette une lumière à l'intérieur de la pièce. Les matières agissent comme des filtres sur mon image et modifient les paysages, comme une galerie au miroir. Ça me rappelle cette drôle de pièce dans laquelle se retrouve le fugitif à un moment, la pièce avec un aquarium au sol. D'ailleurs, un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'en effet, cela fonctionnait aussi avec le sol. Si on déplace le regard, tout se projette sur le sol comme un ricochet, comme des reflets dans des vitraux. Comme quand la lumière traverse les vitraux de la Sagrada Familia pour éclairer les arcades par petites touches de couleurs diffractées.